Les caractères de la bruyère, des femmes, suite. 22. Une femme galante veut qu'on l'aime. Il suffit à une coquette d'être trouvée aimable et de passer pour belle. Celle-là cherche à engager, celle-ci se contente de plaire. La première passe successivement d'un engagement à un autre, la seconde a plusieurs amusements tout à la fois. Ce qui domine dans l'une, c'est la passion et le plaisir, et dans l'autre, c'est la vanité et la légèreté. La galanterie est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la complexion. La coquetterie est un dérèglement de l'esprit. La femme galante se fait craindre et la coquette se fait haïr. L'on peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pire de tous. 23. Une femme faible est celle à qui l'on reproche une faute, qui se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raison, qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard. 24. Une femme inconstante est celle qui n'aime plus, une légère, celle qui déjà en aime un autre, une volage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu'elle aime, une indifférente, celle qui n'aime rien. 25. La perfidie, si je l'ose dire, est un mensonge de toute la personne. C'est dans une femme l'art de placer un mot ou une action qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvre des serments et des promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire qu'à violer. Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle, s'il la croit fidèle, elle est perfide. On tire ce bien de la perfidie des femmes qu'elle guérit de la jalousie. 26. Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un double engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimuler. Il ne manque à l'un que le contrat et à l'autre que le cœur. 27. À juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et ses dédains, il n'y a personne qui doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est fait, c'est un petit monstre qui manque d'esprit. 28. Il y a des femmes déjà flétries, qui par leur complexion ou par leur mauvais caractère sont naturellement la ressource des jeunes gens qui n'en ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à plaindre, ou d'une femme avancée en âge qui a besoin d'un cavalier, ou d'un cavalier qui a besoin d'une vieille. 29. Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il défait le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le bourgeois en baudrier, les écarte et devient maître de la place. Il est écouté, il est aimé. On ne tient guère plus d'un moment contre une écharpe d'or et une plume blanche, contre un homme qui parle au roi et voit les ministres. Il a fait des jaloux et des jalouses, on l'admire, il fait envie. À 4 lieues de là, il fait pitié. 30. Un homme de la ville est pour une femme de province ce qu'est pour une femme de ville un homme de la cour. 31. À un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mauvais plaisant, qui parle de soi avec confiance et des autres avec mépris, impétueux, altier, entreprenant, sans mœurs ni probité, de nul jugement et d'une imagination très libre, il ne lui manque plus pour être adoré de bien des femmes que de beaux traits et la taille belle. 32. Est-ce en vue du secret ou par un goût hypocondre que cette femme aime un valet, cet autre un moine, et Dorine son médecin? 33. Rosicus entre sur la scène de bonne grâce. Oui, Lélie. Et j'ajoute encore qu'il a les jambes bien tournées, qu'il joue bien et de longs rôles, et que pour déclamer parfaitement, il ne lui manque, comme on le dit, que de parler avec la bouche. Mais est-il le seul qui ait de l'agrément dans ce qu'il fait? Et ce qu'il fait, est-ce la chose la plus noble et la plus honnête que l'on puisse faire? Rosicus d'ailleurs ne peut être à vous, il est à une autre, et quand elle ne serait pas ainsi, il est retenu. Claudia attend, pour la voir, qu'il se soit dégoûté de Messaline. Prenez Bathile, Lélie, où trouverez-vous, je ne dis pas dans l'ordre des chevaliers, que vous dédaignez, mais même parmi les farceurs, un jeune homme qui s'élève si haut en dansant et qui passe mieux la capriole? Voudriez-vous le sauteur Cobus qui, jetant ses pieds en avant, tourne une fois en l'air avant que de tomber à terre? Ignorez-vous qu'il n'est plus jeune?
Pour Bathilde, dites-vous, la presse y est trop grande et il refuse plus de femmes qu'il n'en agrée. Et vous avez Dracon, le joueur de flûte. Nul autre de son métier n'enfle plus décemment ses joues en soufflant dans le hautbois ou le flageolet, car c'est une chose infinie que le nombre des instruments qu'il fait parler. Plaisant d'ailleurs, il fait rire jusqu'aux enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dracon en un seul repas? Il enivre toute une compagnie et il se rend le dernier. Vous soupirez, Lélie. Est-ce que Dracon aurait fait un choix ou que malheureusement on vous aurait prévenu? Se serait-il enfin engagé à Césonie, qu'il a tant couru, qui lui a sacrifié une si grande foule d'amants, je dirais même toute la fleur des Romains? À Césonie, qui est d'une famille patricienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si vous avez pris par contagion ce nouveau goût qu'ont tant de femmes romaines pour ce qu'on appelle des hommes publics, et exposés par leurs conditions à la vue des autres. Que ferez-vous lorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore Bronte, le questionnaire. Le peuple ne parle que de sa force et de son adresse. C'est un jeune homme qui a les épaules larges et la taille ramassée, un nègre d'ailleurs, un homme noir. 34. Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier et un maçon est un maçon. Pour quelques autres plus retirés, un maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est tentation à qui la craint. 35. Quelques femmes donnent au couvent et à leurs amants. Galantes et bienfactrices, elles sont jusque dans l'enceinte de l'autel des tribunes et des oratoires où elles lisent des billets tendres et où personne ne voit qu'elles ne prient point Dieu. 36. Qu'est-ce qu'une femme que l'on dirige? Est-ce une femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses domestiques, plus appliquée à ses familles et à ses affaires, plus ardente et plus sincère pour ses amis, qui soit moins esclave de son humeur, moins attachée à ses intérêts, qui aime moins les commodités de la vie? Je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-même et accablée du superflu, leur fournissent le nécessaire et leur rendent au moins la justice qu'elle leur doit, qui soit plus exempte d'amour de soi-même et d'éloignement pour les autres, qui soit plus libre de tous attachements humains? Non, dites-vous, ce n'est rien de toutes ces choses. J'insiste et je vous demande, qu'est-ce donc une femme que l'on dirige? Je vous entends, c'est une femme qui a un directeur. 37. Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une règle de conduite, qui sera le tiers qu'une femme prendra pour sur-arbitre? 38. Le capital pour une femme n'est pas d'avoir un directeur, mais de vivre si uniment qu'elle s'en puisse passer. 39. Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses autres faiblesses, celles qu'elle a pour son directeur, et le temps qu'elle perd dans son entretien, peut-être lui serait-il donné pour pénitence d'y renoncer.